Chers auditeurs, bonsoir. Nous ouvrons avec vous, oui, avec vous, puisque vous pouvez contacter la station pour nous faire part de vos remarques, ce nouveau libre journal de l'éducation en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Les inscriptions sont closes pour cette année, évidemment, sauf celle de la formation continue qui prévoit, à Paris donc, une rentrée de janvier. Mais en attendant, vous pouvez télécharger l'application de l'ICEP. Il y a plus de 200 vidéos, une application qui s'appelle Amphithéâtre. Et vous avez des cours en ligne, alors ce n'est pas des très longs cours qui durent 1 heure et demie, mais ce sont des conférences adaptées à l'outil lui-même pour 7 euros par mois. C'est pas cher. Pour 7 euros par mois, vous avez des cours, des conférences synthétiques, disons, en ligne sur cette application qui s'appelle Amphithéâtre, que vous avez sur votre portable. Voilà. Et cette nouvelle Sciences Po, évidemment, est appelée à remplacer l'ancienne. Elle fait bien des jaloux, puisque il y a souvent l'extrême gauche qui s'en prend à elle. Mais c'est pas de notre faute si l'ancienne Sciences Po, ou les anciennes, parce qu'il faut également inclure les Sciences Po de province, ont été englouties dans un naufrage de la connaissance. Aujourd'hui même, gageons que le campus de Paris, celui que par habitude on regarde le plus, même s'il est depuis longtemps dépassé par d'autres, je pense par exemple à Bordeaux, le campus de Paris aura été agité par l'anniversaire du 7 octobre 2023. Ce matin, au moins, l'université de Strasbourg, je crois, a été bloquée. Et on sait bien qu'à Sciences Po Paris, quelques étudiants juifs se sont vus pris à partie par les militants d'extrême gauche. Alors, pour éviter à l'avenir, je vais vous raconter une petite histoire qui va nous mettre un peu dans l'ambiance. Ou disons, pour améliorer l'image d'une école hostile aux étudiants juifs, la direction de Sciences Po Paris a mis au point un nouveau concours d'admission qui entrera en vigueur à la rentrée 2025. Alors, quelle est l'idée directrice de ce concours ? Naturellement, il n'est pas question de revenir à la sélection par l'écrit, pour la bonne raison que la majorité des candidats, comme probablement une bonne partie des jeunes membres des jurys, ne seraient plus qu'en mesure de maîtriser l'exercice. Mais l'accent sera mis sur l'oral. Alors essayons de comprendre pourquoi. Rappelons d'abord où en était le concours d'admission à cette rentrée 2024 et aux rentrées précédentes. Il s'appuyait sur un total de 80 points, constitué à partir du dossier scolaire, 20 points, du bulletin de notes du lycée, 20 points. Oh mon Dieu, si on m'avait fait ce coup-là, moi qui étais un cancre, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Et puis ce qu'ils appellent des écrits personnels, je vais revenir là-dessus, pour 20 points. Et enfin, d'un oral, qui était noté 20 points également. Donc avec tout ça, on avait 80 points. Alors l'an prochain, un nouveau concours sera organisé sur une base de 120 points qui mettra fait face à face le dossier scolaire, les bulletins du lycée et les écrits personnels, réunissant 60 points, et cet oral comptant à lui seul pour 60 points. Dans une vidéo où apparaissent pour incarner les étudiants 8 visages de jeunes gens, dont un seul de souche visiblement européenne, la rédaction du Parisien, sous la plume de Marwan Mehadji, bien connu des services pour sa proximité idéologique avec la confrérie des frères musulmans, a tiré la sonnette d'alarme au motif que cette sélection par l'oral favoriserait nécessairement les candidats issus des classes les plus aisées, maîtrisant mieux l'art de la conversation. C'est d'ailleurs vrai. Une bonne expression est souvent un héritage familial, donc social. L'équation a été démontrée depuis longtemps, précisément en 1964, dans l'ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu, Les héritiers, les fameux ouvrages du sociologue Pierre Bourdieu. Statistiquement, et seulement statistiquement, bien sûr, ce qui laisse entrer des exceptions, heureusement, loin de constituer un ascenseur social, ce genre d'école, voire l'école en général, n'est qu'une sorte de photocopieuse reproduisant à la sortie les inégalités sociales visibles à l'entrée. Mais on peut aussi
Posez d'autres questions sur l'intérêt d'alourdir le poids de cet oral d'entrée à Sciences Po pour la rentrée 2025. Déjà, les épreuves dites d'écriture personnelle peuvent servir à sélectionner les candidats selon leur idéologie. Parmi ces épreuves, l'une est intitulée Activités et centres d'intérêt, où l'on demande aux candidats de faire part de ses expériences d'encadrement ou d'animation. Alors, vous voyez, si vous dites, j'étais d'abord à la manécanterie des petits chanteurs d'aube de Notre-Dame de Lorette, puis ensuite j'ai été au Scout d'Europe, ça augure mal de votre avenir pour la rentrée à Sciences Po. Et puis ensuite, votre engagement citoyen, entre guillemets. Alors, si vous dites, il n'y a aucun problème, moi j'étais aux jeunesses de je ne sais plus quel parti impossible à nommer, même s'il est devenu le premier de France, ça augure mal également de votre article. Et puis, dans la rubrique Essai Sciences Po, on pose une question incroyable. Quelle statue vous voudriez voir érigée d'un personnage que vous admirez et écrivez le discours prononcé par un homme ou une femme politique pour l'érection de cette statue. Alors, il va sans dire qu'on ne tiendra pas compte de l'orthographe. De toute façon, les profs eux-mêmes ne pourraient pas eux-mêmes corriger la copie, le discours. Mais ça permet évidemment de repérer, faire le bon grain, le tri entre le bon grain de droite et l'ivraie de gauche. Puisqu'évidemment, si vous dites, moi je verrais bien Jeanne d'Arc ou bien La Roche-Jacquelin, non vous êtes mal parti là aussi. Si vous dites, moi je verrais bien une statue de George Floyd par exemple, là vous serez mieux vu. Alors, jusqu'à présent, ce genre de concours, entre guillemets, dans la vieille Sciences Po, les vieilles Sciences Po, tout allait pour le mieux, parce que le procédé permettait donc de faire ce tri entre le bon grain de droite et livré de gauche. Entre le bon grain de gauche et livré de droite. Mais, même si la toute-puissante UNEF, par exemple, le syndicat étudiant, bien sûr, qui est aujourd'hui dirigé par Iman Welhadj, ne pèse que 2% du corps électoral étudiant. Mais peu importe, ce sont les minorités qui s'imposent toujours. Mais à force d'accueillir toute une faune sur ce genre de critères, on est arrivé à un débordement qui a fini par déborder complètement la direction de Sciences Po. Et dans un contexte d'importation démographique d'un conflit extérieur, qui dans une France, disons, gaullienne, serait resté un sujet de politique extérieure et non pas de politique intérieure, l'établissement a dû faire face à une vaste offensive islamo-gauchiste dirigée contre l'État d'Israël dans sa guerre contre ses voisins. Occupation de campus, etc. Et on le voit encore aujourd'hui à la fac de Strasbourg. Alors, englouti dans son propre naufrage, qui rappelle la ruine intellectuelle du fameux campus Evergreen aux États-Unis, pour ce je renvoie nos auditeurs et spectateurs, puisque nous sommes filmés, à cette magnifique vidéo que vous trouverez partout sur Internet, sur le naufrage d'Evergreen, le campus américain d'Evergreen, c'est extraordinaire. Sciences Po a imaginé de parer au plus pressé en alourdissant le poids d'un grand oral qui pèsera la moitié de l'ensemble des autres épreuves, les autres épreuves étant déjà elles-mêmes un peu sélectives. Mais à l'oral, vous pouvez peut-être repérer le futur barbu, vous voyez, la personne qui va ensuite bloquer votre campus, etc. Donc c'est comme ça que elle va essayer d'éviter de faire entrer trop de virus. Alors évidemment, quand tout état de cause, ce genre de réforme est motivé par toute autre chose que des préoccupations pédagogiques. Peut-être que quelques voies d'eau vont être colmatées, mais enfin sans qu'il soit possible évidemment de sauver le navire. C'est pour ça que dans ce naufrage général de l'éducation et de l'instruction, qui assigne à la France, rappelons-le, une place très très loin dans le classement PISA, il est indispensable d'offrir à la jeunesse une nouvelle Sciences Po. Cette nouvelle Sciences Po qui est comme une sorte d'arche de Noé flottant sur les eaux du déluge contemporain. Telle est la raison d'être de l'ICEP. Bon, pour tous ceux qui apprécient cette émission, qui n'est qu'une émission mensuelle et qui me demandent quand elle a lieu,
Alors, je précise qu'elle a lieu chaque premier lundi du mois, en principe en direct, sauf jeux wokistes comme cet été, on n'ose plus dire Jeux Olympiques, ou problèmes liés au transport public, etc., ou à la disponibilité de mes invités, elle n'est pas toujours évidente. Donc elle peut être, normalement elle est en direct, mais elle peut être en différé, et elle est toujours de 18h à 19h30, et ensuite vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, disons 1 ou 2 jours plus tard, vous la retrouvez sur YouTube pour l'éternité. Ce soir, mon invité est le docteur Pierre-Emmanuel Thoman. Je dis le docteur parce que ce n'était pas une habitude française de se donner nos grades de docteur dans les matières comme les lettres, etc. Ça le devient parce qu'on se calque sur nos voisins européens qui tous mentionnent ce grade de docteur, le fameux Herr Doktor allemand, mais pas que en Allemagne. Alors qu'en France, on attribuait ce grade qu'aux docteurs en médecine. Enfin, on l'attribuait en s'adressant à eux. Pierre-Emmanuel Thoman, vous êtes un spécialiste de géopolitique. C'est une discipline que nous allons aborder ce soir dans tous ses enjeux. L'enseignement de la géopolitique en France, dans ses enjeux scientifiques, bien sûr, mais aussi idéologiques ou simplement politiques, justement. Merci. Chers confrères, je rappelle que vous êtes vous-même enseignant à l'ICEP, donc vous êtes un confrère pour le plus grand bonheur de vos étudiants. Vous êtes enseignant là-bas. Ce qui étonne, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de géopolitique en France, mais vous allez me dire si je me trompe, alors même que, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul master explicitement, vraiment totalement, disons, attribué à la géopolitique, et qui plus est à Saint-Denis, Paris 8, qui est quand même l'héritière de la désastreuse Vincennes. Donc on ne peut pas dire que ce soit, c'était à l'époque de Pompidou, les anciens, les vieillards comme moi se souviendront de l'expérience de Vincennes. Donc c'est Paris 8 qui a hérité de ce lourd passé. On ne peut pas dire que ce soit l'université la plus prestigieuse de France, elle n'apparaît dans aucun classement. Mais on lui doit d'être un peu à l'avant-garde de l'effondrement général. Du moins, on devait ça à Vincennes. Et c'est un titre comme un autre qui n'aurait pas dépareillé avec la cérémonie d'ouverture des Jeux wokistes de cet été. Elle a hérité donc de ce bazar de Vincennes. Je suis très méchant parce que je sais que vous êtes passé là-bas, mais vous allez pouvoir me renvoyer la balle. Et donc, elle a quand même formé Clémentine Autain. Moi, je suis méchant parce que elle a également hébergé De Vecchio, Fourquet, Lyotard, et allez, puisqu'il faut rester dans l'extrême gauche, on va dire Gattari, parce qu'au moins il savait écrire. Voilà, on peut penser ce qu'on veut. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Pierre-Emmanuel Thoman, ce sera évidemment de savoir précisément définir ce qu'est la géopolitique. J'ai envie de dire que c'est la politique dictée par la géographie, par sa situation géographique. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce que vous avez des choses à rajouter à ça? Première question. Alors, merci de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être invité et de pouvoir exprimer mes idées avec vous ce soir. La géopolitique, effectivement, c'est une thématique complexe parce que la géopolitique, je vais vous la définir selon ma propre définition. Il y a plusieurs définitions suivant les pays, les doctrines, les chercheurs. Mais en France, nous avons cette école de géopolitique française, l'école française de géopolitique, l'IFG, l'Institut français de géopolitique précisément, qui a émergé à Paris 8. Et donc, en fait, c'est je dirais la seule école reconnue au niveau universitaire en France de géopolitique. Et donc, dans l'université Paris 8, mais lorsque j'ai fait mon doctorat en 2014, je dirais de 2008-2009 à 2014, la situation était différente, même si j'ai vu les prémices en fait d'une dérive idéologique Ouais. dans cet Institut français de géopolitique. Alors, je précise que j'ai beaucoup apprécié la méthode d'analyse parce qu'elle fait partie de la géographie. C'est Yves Lacoste qui l'a élaborée. Mmh. Et donc, j'ai beaucoup appris. J'ai fait mon doctorat sur les relations franco-allemandes avec une approche géopolitique. Et ensuite, cette méthode, c'est très utile de l'appliquer à tous les enjeux géopolitiques qu'il y a dans le monde. Mais
Évidemment, cet Institut français de géopolitique est perméable aussi à l'idéologie, comme dans les autres universités, et j'ai vu l'évolution. Alors, je vais revenir maintenant sur la définition, puisque c'était la première question. La Oui, définition oui. de la géopolitique, selon moi, influencée évidemment par cette école de géopolitique qui fait partie de la géographie, c'est l'étude des rivalités de pouvoir dans les différents espaces. Et c'est ça qui est complexe, parce que c'est non seulement l'espace terrestre, mais aussi maritime, aérien, spatial, et puis le cyberespace, Mhm. la guerre de communication fait partie de la géopolitique, même si c'est virtuel. Et puis il y a les câbles internet qui sont des infrastructures qui passent par des endroits bien précis. Et puis l'intelligence artificielle qui est, je dirais, la géopolitique de l'espace-temps, la géopolitique des données numériques. Donc tous ces espaces sont le théâtre de rivalités entre différents acteurs, les États, les alliances, mais aussi parfois même des groupes terroristes, des groupes privés qui ont leur propre géopolitique, des administrations régionales. Alors, je fais la distinction, et là, moi, dans mes recherches, j'estime qu'il faut aller plus loin. À l'Institut français de géopolitique, on considère que la géopolitique, c'est une thématique universitaire, une méthode d'analyse qui doit être au service du citoyen. Certes, moi j'estime que effectivement, la géopolitique peut être au service du citoyen pour qu'il s'informe sur les enjeux mondiaux, mais en France, les citoyens sont constitués en nations. Et donc je considère que la géopolitique doit être aussi au service de la nation et de ses intérêts géopolitiques. Et ça, un petit peu en France, dans les universités d'État, c'est pas très bien vu de parler de la nation, de défendre la nation. On prétend faire de la géopolitique ou des relations internationales. En fait, on confond souvent d'ailleurs relations internationales et géopolitique. euh, et on ne parle pas beaucoup de la nation, des intérêts de la France, en fait, alors que dans les pays anglo-saxons, où il y a aussi de la géopolitique, qui fait partie des relations internationales, c'est catégorisé dans un autre domaine, sans complexe, on défend les intérêts de la nation. Aux États-Unis, on défend les intérêts des États-Unis. Au Royaume-Uni, les intérêts du Royaume-Uni. Mais en France, voilà, il faudrait être neutre par rapport à la nation. Et là, je suis en porte-à-faux. Je considère que, d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne à l'ICEP, la géopolitique doit être aussi au service de la nation. Alors, là où ça devient plus compliqué, c'est que je considère qu'il y a deux modes de la géopolitique. Il y a le mode de la géopolitique, effectivement, comme méthode d'analyse, je dirais, académique, universitaire, pour faire un diagnostic de la situation. C'est important de comprendre une configuration géopolitique, un conflit, le plus éloigné de l'idéologie possible, pour comprendre, pour ne pas faire de biais, d'erreurs Bien, d'analyse, bien sûr, évidemment. bien sûr. Mais dans un second temps, je considère que la géopolitique, après une analyse clinique de la situation, devrait être utilisé comme stratégie pour la défense de la nation française. Et là, on passe effectivement de l'analyse clinique, du diagnostic à la stratégie pour l'État, pour la France. Et là, je considère qu'on peut avoir une autre définition, la géopolitique comme stratégie géopolitique pour l'État, pour défendre les intérêts de la France au niveau, à plusieurs échelles, au niveau européen, mondial, et puis dans les différents espaces géographiques, Méditerranée, Pacifique, euh, Atlantique, mer du Nord, puisque la France, en fait, est une puissance d'équilibre qui agit dans ces différents espaces géopolitiques. Là, la géopolitique comme stratégie géopolitique, c'est euh, avoir, être en avance sur l'espace-temps des autres. C'est-à-dire celui qui a une stratégie dans l'espace et dans la durée, anticipe l'espace-temps des autres, est en avance. Et c'est pour ça que j'estime que euh, combiner les différents facteurs de puissance, que ce soit l'outil militaire, l'outil économique, l'outil énergétique, l'outil de communication, euh, la, la, la loyauté envers la nation, le patriotisme, le droit, la démographie, même l'environnement, euh, la, la vision du monde, cette vision du monde en amalgamant et coordonnant les différents facteurs de puissance sur le territoire,
nous permettent d'être plus forts vis-à-vis des stratégies des autres puissances, qui évidemment utilisent aussi toute la gamme dans le rapport de force des outils de puissance, principalement évidemment les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, Inde, et la France en fait dans l'Union européenne est le seul État en fait qui pourrait prétendre à une stratégie géopolitique plus ou moins indépendante, puisque nous sommes les seuls à avoir l'arme nucléaire dans l'Union européenne. Les autres États ne sont pas Et le droit de aussi veto. Il y a autonomes. aussi le droit de veto. Et le droit de veto aux Nations Unies, Mais effectivement. est-ce qu'on pourrait pas vous reprocher, alors je vais me faire l'avocat du diable, ce qu'on a reproché aux Allemands et qui a tellement discrédité si longtemps la science géopolitique, c'est de mettre cette science au service de votre État. Alors, est-ce que vous êtes vraiment à votre place en tant que savant? Parce que c'est ça, un docteur et un professeur de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous êtes à votre place quand vous vous mettez d'emblée, comme ça, au service de la République française? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cette science, tout simplement, abordée de façon, euh, disons, désintéressée, neutre, même si, naturellement, la République peut vous appeler comme consultant, par exemple, pour prendre conseil auprès d'un spécialiste de la géopolitique. Vous y allez fort, vous vous présentez tout de suite ça comme quelque chose de militant, en quelque sorte. Alors c'est pour ça que j'ai fait la différence entre la géopolitique académique, faire le D'accord? diagnostic Oui. sans œillère idéologique, et la géopolitique comme stratégie au service de l'État. Et je pense que, pour être honnête, il faut bien faire la différence. Mais aujourd'hui, je veux dire, ceux-là même qui pourraient nous reprocher de vouloir promouvoir une géopolitique au service de la nation, font de l'idéologie eux-mêmes, puisque si font la promotion de la géopolitique au service des citoyens, c'est au service d'un individualisme, donc c'est aussi au service d'une idéologie. Et ce qui se produit, c'est que de plus en plus, en France, il y a l'importation de ce qu'on appelle les war studies, c'est-à-dire un certain nombre de doctorants et de chercheurs sous le poids de l'américanisation de la France dans le temps, parce que nous faisons partie de l'OTAN, de l'Union européenne, et les élites politiques sont très américanisées et je dis, font la promotion d'un monde de l'euromondialisme dans l'espace euro-atlantique. Et en fait, beaucoup de chercheurs vont étudier aux États-Unis de plus en plus et ramènent en fait les doctrines et idéologies, la Américaine. vision de la géopolitique américaine en important, alors dans les deux spectres, je dirais, soit les war studies, c'est-à-dire l'étude de la guerre, mais qui Oui. de facto nous aligne sur les priorités géopolitiques Pardonnez-moi, anglo-saxonnes. j'allais vous reprendre parce que nous sommes à Radio Courtoisie, qui est la radio de la francophonie. Et donc, essayez de traduire quand vous dites war studies. Les études de la guerre. Et alors, justement, je dis war study, je précise bien ce terme, et c'est ça qui est assez déplorable, c'est gênant pour moi, justement pour défendre la francophonie, parce que chez Cher pour faire bien, parce que c'est tendance, ils utilisent ce mot war studies, ils importent totalement les concepts anglo-saxons avec un certain nombre de jargons, et en fait, on arrive, selon moi, à une aliénation géopolitique de la France par ce biais. Et de l'autre côté du spectre, alors il y a ces études de la guerre importées du système anglo-saxon qui, de facto, sont financées en plus par le complexe militaro-industriel Mmh. otanisé. Le Oui. ministère de la Défense soutient de plus en plus des doctorants pour étudier la guerre, mais évidemment dans les priorités définies par l'OTAN, l'Union européenne, puisque notre gouvernement est très pro-OTAN, Union européenne, donc et tout est contrôlé. Et un autre spectre aussi, alors là, je dirais, ça c'est je dirais les atlantistes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les islamo-gauchistes qui, eux, importent ce qu'on appelle le wokisme dans la géopolitique aussi, qui est Mhm. une autre idéologie et qui commence à vouloir utiliser justement la méthode d'analyse géopolitique au service non pas de la nation, mais de la défense des minorités racisées, Mhm. du genre, Ouais. des communautés multiculturelles. De plus en plus, il y a une américanisation de la France où la Oui. France C'est encore une est, manière de nous, ouais, de nous, est-
Voilà. dissoudre dans l'Empire Exactement. américain. Et donc, Ouais. vous avez ces deux, les études de la guerre War Studies et le wokisme qui font de l'entrisme dans l'université. Et je le vois, y compris à l'Institut français de géopolitique, malheureusement, même si je ne veux pas généraliser. J'ai dit que j'ai appris une très bonne méthode d'analyse géopolitique, mais de plus en plus, je vois cette tendance Ouais. au militantisme. Alors, moi, je dis, faisons la différence. Si c'est un militantisme qui vient de l'étranger, il faut faire attention parce qu'on importe des doctrines qui ne correspondent pas à notre manière de penser. C'est très important d'avoir notre pensée à nous, indépendante. Une géopolitique euh, avec des doctrines au niveau national, c'est très important de les élaborer comme stratégie aussi, parce que sinon, on importe celle des autres et on s'aligne sur les intérêts géopolitiques des autres puissances. Mais alors, Voilà. si j'en reviens à cette science mise au service de votre nation, je suis un peu étonné parce que, alors, nos auditeurs ne le savent pas, mais vous enseignez beaucoup à l'étranger. Vous êtes beaucoup appelé dans des pays étrangers et qui n'appartiennent pas nécessairement à l'Empire américain, hein, qui peuvent être des fameux BRICS, le fameux Sud global, une expression un peu bizarre, mais enfin, appelons-le comme ça. Et donc, quand vous enseignez, je dis n'importe quoi, moi, au Kazakhstan, euh, votre attitude ne peut pas être d'enseigner une géopolitique selon les intérêts de votre pays à vous, enfin, de la France. Alors, en l'occurrence, je vais souvent en Ouzbékistan, En en Asie centrale, Ouzbékistan, voilà. voilà, en voilà un. Serbie aussi, d'ailleurs. Euh, et alors, en fait, ce qui est intéressant, pourquoi ils m'invitent? Parce qu'ils sont intéressés par mon diagnostic global de la configuration géopolitique mondiale, que je fais un diagnostic clinique avec ma méthode, là, sans prendre parti, mais en décrivant la situation de manière la plus objective possible. Et ça les intéresse parce que en comparant avec d'autres chercheurs, évidemment, d'autres Mhm, méthodes, mhm. ça leur permet de voir comment un Français qui spécialiste de la géopolitique voit le monde. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans mon approche géopolitique, j'essaye de voir, parce que j'ai dit que la géopolitique, c'est aussi une stratégie au service, qui peut être mise au service de la nation, une géopolitique appliquée. Et j'essaie de voir, par exemple, quels sont les intérêts de la France et les intérêts réciproques, par exemple, entre la France et l'Ouzbékistan, pour coopérer ensemble et défendre leurs intérêts au niveau international. Mhm. Et c'est ça qui les intéresse, parce que en enseignant une méthode d'analyse géopolitique, mais aussi en envoyant, en montrant des pistes de réflexion sur la géopolitique et les relations internationales, où la France, par exemple, et d'autres pays pourraient coopérer pour apporter la stabilité, pour être une politique de puissance, pour pratiquer la politique d'équilibre, pour défendre nos intérêts réciproques en commun, c'est ça qui les intéresse aussi. Alors, nous avons, vous savez que c'est une émission un peu interactive, si on peut l'appeler ainsi, et nous sommes, vous et moi, interpellés. Alors, je commence par moi, non pas parce que c'est plus important, mais un monsieur me dit, on va pas reprocher à Sciences Po pour une fois qu'elle fait le bien. Alors là, on rentre dans le détail, disons, de la querelle. La question que je pose, laquelle en fait je réponds, c'est quelle est la place de cela dans un établissement où on doit s'instruire avant tout, hein. Si ces gens-là veulent militer, ils peuvent militer, ils peuvent aller dans des manifestations, ils ne manquent pas de le faire d'ailleurs, ils peuvent aller où ils veulent, dans tous les partis, je sais pas quoi, chez Mélenchon et autres, mais normalement, hein, une école de sciences politiques ne devait pas être prise en otage de ces débats qui d'ailleurs n'en sont même plus, puisqu'il n'y a qu'une seule pensée unique sur ce genre de campus. Et je pourrais dire ça pour n'importe quel autre camp. Je pense, en tant qu'enseignant, que ce n'est pas la place d'un centre d'instruction, plutôt que d'éducation d'ailleurs, ce n'est pas la place de laisser entrer comment dirais-je, les querelles. Alors, qui plus est, des querelles nées à l'étranger sur des questions qui portent sur des relations internationales entre deux pays lointains qui ne devraient pas concerner la France, parce qu'à ce moment-là, on va se battre pour tout. On va
se battre pour l'île de Timor, on va se battre pour... je sais pas, on peut se battre n'importe où. Enfin, il y a des gens qui ont voulu qu'on se batte pour le Tibet. Bon, là, on peut penser absolument ce qu'on veut de la situation dans ces pays-là. Enfin, c'est quand même normalement de la politique étrangère. Donc je ne pense pas que ce soit la place de Sciences Po. Je maintiens ce que j'ai dit. Euh, et alors, vous êtes interpellé avec quand même la mention que notre émission est excellente. Donc c'est déjà bien. Je suis surpris que votre invité, donc M. Thoman, fasse entrer l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir répondre, dans la géopolitique, car l'intelligence artificielle se base uniquement sur des données passées, alors que la géopolitique se base non seulement sur le passé, mais sur le présent et sur l'avenir, afin de pratiquer une politique basée sur la géographie et l'histoire. Alors, l'intelligence artificielle se base sur des données passées. C'est les données, en fait, la collection des données numériques se Uhum. fait tous les jours. Là, même en ce moment, notre émission est enregistrée et va passer sur un certain nombre de plateformes. Elle va être numérisée et elle pourra être influencée, certains algorithmes de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle se nourrit des données numériques. Donc, toutes les données, c'est les données passées et les données, chaque fois que vous cliquez sur votre téléphone mobile, vous cherchez un hôtel, un voyage, vous mettez un like, tout ça, c'est enregistré et tout ça permet d'analyser les profils de population, des citoyens, des nations. Tout ça est enregistré, stocké, analysé. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'appelle cela l'espace-temps, parce qu'il y a de plus en aussi des logiciels, y compris dans la défense, pour la défense, très important, où on essaye, avec la collecte des données numériques, dans énormément de domaines, comment une nation se comporte avec son économie, ses habitudes politiques, ses dirigeants, comment dans le passé ils ont décidé de mener les guerres et aujourd'hui quelles sont leurs doctrines, quels sont leurs discours. On amalgame ces données, on les analyse avec des algorithmes parce que une personne humaine ne pourrait pas collecter autant de données et les synthétiser. Et on essaye de faire des scénarios et anticiper les actions de l'adversaire ou de l'allié. Et en fait, c'est pour ça que je parle d'espace-temps, parce que celui qui maîtrise l'intelligence artificielle, en fait, a un coup d'avance sur les autres. En somme, c'est une sorte de veille, alors je ne sais pas s'il faut dire veille stratégique Et ou... stratégique, mais en plus, le fait même de créer des scénarios d'anticipation, par exemple dans un conflit, le fait de le mettre sur la table influence les décisions des dirigeants et de facto influence en fait le scénario lui-même. Donc c'est D'accord. extrêmement complexe. Alors choisissons un exemple. Alors qui, pour le coup, enfin, n'entre pas dans les passions, sinon purement françaises, du moins internes à la France, à la population, enfin aux gens qui habitent ici. Prenons la Chine et Taïwan. Est-ce que, en faisant la géopolitique de l'intelligence artificielle, on est capable de se dire, voilà, quels sont les risques qui se posent d'un conflit entre la Chine et Taïwan. Bon, on sait que la Chine veut récupérer Taïwan, car en fait, c'est une récupération, ça ne nous regarde pas, mais il faut reconnaître que c'est une récupération. Tout ça vient de... La séparation entre Taïwan et la Chine, c'est une séparation qui vient d'une guerre civile, on va dire, entre la droite et la gauche. La droite s'étant réfugiée à Taïwan, pour ceux qui ne le savent pas, avec Chiang Kai-shek, et la gauche ayant triomphé à Pékin avec Mao Tse-tung. Donc, est-ce que la géopolitique de l'intelligence artificielle serait capable de nous dessiner une sorte d'avenir à travers le brouillard du futur Alors c'est une question très délicate parce que évidemment il y a des experts qui se reposent trop, comme toujours, sur la technologie, la technique, qui sont fascinés par l'intelligence artificielle, alors que nous ne sommes pas encore. On parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence artificielle encore, ça n'existe pas. C'est encore fortement déterminé par l'homme. Mais il y a des experts qui effectivement travaillent de plus en plus comme consultants pour essayer d'établir des scénarios en essayant de prévoir les conflits, les décisions, l'évolution des États.
Mais c'est là où il peut y avoir un biais très important, parce que le fait même, que j'ai dit tout à l'heure, de prévoir des scénarios en disant voilà, la Chine va faire ça, sans doute se comporter comme ça, parce que dans le passé, elle s'est comportée comme ça, et ses dirigeants raisonnent comme ça. Et en fait, de facto, ça influence la décision elle-même, et donc le scénario sera différent. Il y a un autre aspect de l'intelligence C'est ce qu'on artificielle appelle aussi. la prophétie La autoréalisatrice. prophétie Oui, autoréalisatrice, oui. exactement. Il y a aussi la guerre cognitive. Avec l'intelligence artificielle, la miniaturisation, l'étude du fonctionnement du cerveau associée à l'accumulation des données numériques et la cartographie du cerveau, eh bien, le cerveau lui-même devient un nouvel espace de confrontation, c'est-à-dire en plus de la terre, de la mer, de l'espace, du cyberespace, eh bien, le cerveau est un nouveau territoire de confrontation avec l'intelligence artificielle de la géopolitique. Et donc, et l'objectif là est d'influencer les individus et des nations entières pour les amener à, par exemple, dans un conflit, à abandonner le conflit ou à penser autrement. Ça existe déjà, mais ça va être décuplé de manière exponentielle à cause des données numériques et des logiciels partout sur les plateformes des médias. Euh, eh bien, ça existe déjà. Par exemple, je donne un exemple. Le fait de plus en plus dans le conflit euh, Russie-États-Unis, de plus en plus, on mentionne de moins en moins le fait que l'URSS a participé à la défaite du nazisme. Mhm. Et dans les commémorations en 1945, de plus en plus, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ont tendance à, à faire comme si c'est eux qui avaient libéré l'Europe tout seul, alors qu'en fait l'Europe a été coupée en deux, l'URSS d'un côté, les États-Unis de l'autre. Eh bien ça, c'est la guerre cognitive, c'est-à-dire Ouais, petit à petit, on change l'histoire, on change, ouais. on fait la réécriture de l'histoire, et couplé à l'intelligence artificielle, la guerre cognitive, les études qui permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau et de l'influencer, on peut réécrire l'histoire, manipuler les cerveaux de manière de plus en plus facile, et c'est ça le grand danger. C'est ce qu'on appelle l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle. Et dans mes cours de géopolitique, je l'aborde aussi. Tout à l'heure, on parlait de voilà la géopolitique ne devrait pas être militante, ou nous amener à nous occuper de nous aligner sur des doctrines qui ne correspondent pas Aux intérêts de la aux France. Ouais, intérêts de la ouais. France et à notre manière de penser. En fait, ce qui est important dans l'enseignement, c'est justement de montrer qu'il y a différentes doctrines de géopolitique, grands auteurs de géopolitique des différents pays, pour que les étudiants puissent comparer et voir et connaissent les différentes manières de penser des différents pays et des différents penseurs. Et à partir de là, dans cette gamme d'auteurs de la géopolitique, de doctrines différentes suivant les États, et qui sont souvent liées aux intérêts d'un pays de manière précise, surtout dans les pays anglo-saxons. Géopolitique et géopolitique appliquée, géostratégie, défense de la nation sont liées, beaucoup plus que chez nous. Eh bien, il faut le savoir. Les étudiants doivent l'apprendre pour Mhm. comprendre comment un État se comporte. Et je trouve qu'il est utile pour les étudiants ensuite, puisque nous sommes français, d'essayer de réfléchir sur comment la France pourrait défendre ses, ses intérêts. Il y a bien des études sur la diplomatie, on fait des études aussi pour entrer, pour travailler pour l'État, pour être diplomate, pour être militaire. Donc, je pense qu'il est important de connaître comment la France pourrait se positionner par rapport à ces différentes doctrines, par rapport à notre propre géographie, notre propre histoire, et élaborer notre propre doctrine de pensée. Parce que avoir une géopolitique, une école de géopolitique nationale et une stratégie spécifiquement nationale, évidemment, qui doit être discutée, débattue, avec des avis Oui. contradictoires, c'est très important, eh bien, ça nous permet d'éviter l'aliénation géopolitique, de penser par nous-mêmes. Avoir notre propre géopolitique, c'est penser par nous-mêmes, c'est la souveraineté. Alors, si vous voulez bien, avant qu'on se passe de la musique, de la belle musique pour nous détendre, avant cela, je propose, presque comme si nous faisions court, que nous intelligions quelque chose. Les espaces géopolitiques, il y a la Terre,
avec la question de la frontière. C'est des questions tout à fait passionnantes. Hein. Je revois, je relis plutôt Giscard d'Estaing disant notre frontière est sur le Rhin, mais notre sécurité est sur l'Elbe, à l'époque des euromissiles et tout ça, enfin, du temps de la guerre froide. Donc l'espace terrestre, l'espace maritime qui est complètement différent, on le voit bien dans la stratégie navale, puisque la mer, il n'y a pas de limite. Hein. Si je pars du port de La Rochelle en voilier et que je veux aller à Tahiti, je serai toujours chez moi, je serai chez personne d'autre, une fois sorti, évidemment, ayant quitté les eaux territoriales, etc. Donc c'est complètement différent. Donc ça fait le deuxième espace, l'air, l'espace aérien. Le monde interplanétaire, si on peut dire, les satellites et tout ça, ça fait 4. Le cyberespace dont vous avez parlé, vous ajoutez un 6e qui est celui de l'intelligence artificielle. On a fait le tour, là, pour l'instant, on a nos 6 espaces qui font l'objet de la géopolitique. Qui sont des espaces où les grands États sont rivaux pour le contrôler. Ouais. On pourrait avec des frontières mouvantes. Ah oui, ça c'est passionnant. Alors, c'est déjà une première chose à retenir, et puis ensuite on va essayer d'entrer dans le détail, mais on va d'abord écouter un petit peu de musique, si vous le voulez bien, pour se détendre un peu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, je lis quelques messages, cher Pierre-Emmanuel Thoman. Alors, disons, ceux qui ont vraiment quelque chose à nous dire, je ne voudrais pas être mal aimable, mais l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom. Vous l'avez dit d'ailleurs. Oui, bien sûr, vous-même, vous avez dit ça. On n'est pas au niveau de l'intelligence humaine. Oui, évidemment. Ça, c'est faux, donc le terme est faux, évidemment. Mais oui, on est un peu fasciné. Alors, dans mon enfance, c'était les robots, là, la prise du pouvoir dans le monde par les robots. Voilà. Un compliment qui nous est fait par un monsieur. Je suis stupéfait par le calme et l'intelligence de cette émission. Nous avons l'impression qu'enfin Radio Courtoisie est revenue à l'antenne le lundi soir. Alors là, je sais pas si c'est très aimable pour ceux qui sont là du mardi matin au dimanche ou au lundi midi. Mais en tout cas, merci. Merci pour ce compliment. Là, c'est pareil, cette idée que l'intelligence artificielle soit employée pour la géopolitique, ça fait très peur. Un certain Xavier dit nos fameux experts ne seront plus que des incompétents ou incultes, et plus grave, c'est la porte ouverte aux erreurs les plus folles. C'est vrai. Et puis là, une intervention extrêmement longue, donc il faudrait que j'arrive à le lire, à prendre le temps de le lire, disant que voilà, comment est-ce qu'on en est arrivé là dans cette histoire de discrimination positive, et s'il n'y avait que ça, comment un pays peut-il accepter de se tirer une balle dans le pied sans que cela n'éveille les soupçons des organes cités au début de ce cours? En fait, on a un peu parlé de ça, c'est-à-dire que il y a une sorte de convergence d'intérêts, bizarrement, entre l'islamo-gauchisme et disons, l'Empire américain, puisque l'un et l'autre se rencontrent pour dissoudre la conscience française. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une chose qui m'étonne. Vous faisiez le constat que la géopolitique ne dispose que d'un seul institut véritablement universitaire qui est à Paris 8, donc cette fameuse université Saint-Denis. Et dont la réputation n'est plus à faire. Moi, j'ai sorti quelques vacheries sur cette université. C'est pas gentil, moi je suis de Paris 1, c'est pour ça. Donc il y a une sorte de chauvinisme. Et alors que on essaye d'enseigner, entre guillemets probablement, la géopolitique en terminale, puisqu'on l'impose même au baccalauréat. Donc c'est étonnant, il y a une sorte d'engouement pour la géopolitique. Alors est-ce que selon vous c'est une contradiction ou est-ce que c'est au contraire pour mieux noyer le poisson? C'est-à-dire on parle beaucoup de géopolitique pour en fait ne pas enseigner une géopolitique française et faire entrer dans les esprits bien la doctrine de l'Empire américain auquel nous appartenons, hein, puisque nous sommes une sorte de province de l'Union européenne qui elle-même est un protectorat américain. Est-ce que c'est ça l'idée directrice, consciente ou pas d'ailleurs, peu importe? Alors, je pense qu'il y a
une prolifération et une surutilisation du terme géopolitique de plus en plus par les hommes politiques, par les médias, euh, et à l'université aussi, parce que c'est un phénomène, je dirais, un petit peu à la mode de parler géopolitique. C'est un terme qui a été tabou pendant longtemps, mais et qui revient alors même que beaucoup de gens parlent de géopolitique, mais ne font pas forcément de la géopolitique. Parce qu'on a tendance à confondre géopolitique et relations internationales. La géopolitique, il y a le mot géo, donc Gaïa, sans la déesse géographie, de la Terre. voilà, la Mm. géopolitique sans la géographie, ce n'est pas de la géopolitique, ou c'est plus proche des relations internationales. Alors, moi, je suis pour la combinaison, le florissement de différentes doctrines des géopolitiques, différentes approches aussi de relations internationales. C'est important. Il n'y a pas pire que la pensée unique, de toute façon. Voilà. Ça, c'est vraiment... Mais en géopolitique, un petit peu, on parle de géopolitique, des émissions sur France Inter, sur le dessous des cartes, par exemple, aussi, qui est une autre émission. Oui. Et de plus en Très- plus, là, la géopolitique, selon moi, là, je vais dire, Ça, c'est c'est un de la mot très dur, propagande. c'est de l'usurpation. Oui, oui, bien sûr. Carrément. Parce qu'on utilise ce mot, parce que c'est un mot à la mode, ça donne un vernis de scientificité. Et en fait, on ne fait pas de la géopolitique, on fait de la propagande. Il y a un autre organisme comme ça qui s'appelle le Grand Continent qui prétendent faire de la géopolitique. Et en fait, ils font de l'européisme, L'occidentalisme. et de occidentalisme, européisme qui va ensemble. Hein, Oui, parce que oui. l'Union européenne ne se conçoit qui défend la démocratie libérale qu'en synergie et complémentaire aux États-Unis Oui, oui. dans l'espace euro-atlantique. Et donc, malheureusement, derrière ce mot géopolitique se cachent beaucoup d'impostures, beaucoup d'idéologies, et on a tendance à escamoter la géographie elle-même. Les géopolitologues qui prétendent l'être commencent à faire des analyses entre euh, la lutte entre les démocraties et les Oui, oui, mais dictatures, sans oui. introduire C'est pas de la géographie. géopolitique. Ben non, Bien ben sûr, non. c'est pas de la géopolitique. Et ça, c'est dommage. Et donc, Juste- parce que nous sommes effectivement dans cette emprise euro-atlantiste où, en fait, atlantisme et, atlantisme et donc domination des États-Unis du point de vue géostratégique va de pair avec une domination géoculturelle Mhm, et mhm. exportation du wokisme, des pensées, des idéologies américaines directement chez nous et qui dissolvent la nation française. C'est là. Alors justement, il y a également un très long message, mais qui est intéressant, qui permet d'ailleurs de rebondir sur certaines choses. Euh, le monsieur en question parle de l'hégémonie mondiale des États-Unis. Il dit elle remonte au moins aux écrits d'Alfred Mahan. Alors il faut rappeler qui est Alfred Mahan, c'est l'auteur d'une théorie qui est généralement vraie, mais à laquelle on trouve quelques exceptions, à savoir que la mer l'emporte sur la terre. Et il décrit comment, dans la guerre entre Rome et Carthage, Rome maîtrisant la mer l'a emporté sur la terre. Hannibal, qui est le plus grand capitaine, après Alexandre, disons, de l'Antiquité, il fait ce parcours absolument incroyable qui passe par l'Espagne, il fait passer ses éléphants par peut-être le mont, je sais plus quoi, je sais plus quel passage des Alpes, il descend, il gagne les batailles, enfin, c'est un type extraordinaire, sauf qu'il est sur la terre. Et n'ayant pas la maîtrise de la mer, quand il se retrouve au sud de l'Italie, il n'arrive pas à obtenir la logistique qui lui serait nécessaire venant de Carthage. Et puis alors, il décrit d'autres situations comme celle-là, notamment la fameuse, alors là il faut lire l'admirable Napoléon de Bainville, hein, le fait que la France n'ait plus de marine, puisqu'avec la Révolution, la belle marine de Louis XVI, qui était la première du monde, a été détruite, et donc on fait la guerre à l'Angleterre, par proxy d'ailleurs, interposé. Oh là, c'est comme quoi ça date pas d'hier. Et on ne peut pas gagner, la Terre ne peut pas gagner contre la mer. Alors, il y a peut-être une exception très contemporaine d'ailleurs, c'est que tout ça vaut évidemment pour un pays qui aurait besoin d'aller au bout du monde par la mer, comme l'Allemagne par exemple, qui a beaucoup souffert de la guerre de 14, puisqu'en fait c'est une citadelle assiégée.
La Russie est moins dans ce cas-là, parce qu'elle dispose chez elle de toutes les ressources dont elle a besoin. C'est pour ça que quand on baratine sur les intérêts des Russes en Afrique, il n'y en a pas. Les intérêts de la Chine, oui, la Chine a besoin de matières premières. Les Russes n'ont rien à faire en Afrique. Ils ont tout ce qu'il faut chez eux, etc. Et donc c'était, voilà, pour faire je suppose que vous me donnez une bonne note pour ce petit résumé d'Alfred Mahan et des Oui, bien sûr, c'est la commentaires qu'on peut puissance faire. maritime. Voilà. Mais Ouais. dans la doctrine, le positionnement géopolitique des États-Unis, il y a évidemment l'influence de beaucoup de doctrines différentes, Ouais, ouais. une espèce d'enchevêtrement, d'accumulation, comme des couches successives de pensées qui se Oui. mélangent Mm. et qui ne sont pas forcément très... elles ne sont pas appliquées directement, mais il y a les hommes politiques prennent des décisions parce qu'ils ont été influencés soit par Mahan, ils veulent garder la puissance maritime, par Mackinder, Ouais, attention, avec le Rimland. le Ouais. Rhineland, l'URSS où la Russie contrôle le centre du continent eurasien, Oui. et c'est ça qui leur permet d'être, qui pourrait potentiellement dépasser les États-Unis en alliance avec la Chine. Spikeman, alors là, l'accent est mis sur le Rhineland, c'est-à-dire Ouais. les États-Unis devraient contrôler l'espace côtier autour de l'Eurasie et moins le Le Heartland, centre, ouais, c'est le ça. Heartland. Il y a Brzezinski qui, lui, veut détacher l'Ukraine Ce de qui se la produit, Russie, voilà, effectivement. Ouais. qui est un petit peu une prolongation de ces différentes Oui, doctrines. il faut le rappeler, ça. Voilà, Selon bien sûr, Brzezinski, la puissance russe ne peut pas être entière sans l'Ukraine. exactement. Il faut l'Ukraine. Alors, ce qui est, par rapport à ça, ce qui est hallucinant, en fait, c'est que ces doctrines géopolitiques, les États-Unis, première puissance, donc, ont une stratégie géopolitique, pas forcément très lisible, mais on voit les grandes tendances qui ont été influencées par ces différents géopoliticiens. Mais en Europe, en fait, et la construction européenne, à l'Union européenne, les pays européens de l'OTAN, de plus en plus importe cette vision du monde sans aller jusqu'à la, la- l'analyse en profondeur de ces doctrines. Et comme les États-Unis considèrent que l'Union européenne, en fait, c'est un ensemble, un espace à utiliser contre la Russie, un sous-élément de Mhm. leur propre Ce sont stratégie les marges de leur empire. Ouais. d'encerclement de l'Eurasie. Eh bien, l'Union européenne, par exemple, ou les gens qui croient faire de la géopolitique à l'Union européenne, Madame von der Leyen avait dit, nous avons une commission européenne géopolitique. En fait, elle est limitée elle se contente de cette Europe qui n'est qu'un Rhineland. Elle ne pense pas autrement. Et alors que le général de Gaulle avait un des derniers grands hommes politiques français qui avait une vraie pensée alternative géopolitique, parce qu'il disait, lorsque la Russie ne sera plus communiste, nous pourrons faire l'Europe continentale, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et en fait, en les termes actuels, ça voudrait dire Paris, Berlin, Moscou et peut-être Pékin, c'est-à-dire Tout le continent le eurasiatique. eurasien, Ouais. essayer d'avoir un équilibre, une politique de coopération à l'échelle eurasienne qui nous donnerait plus de souveraineté. Et évidemment, ça ne plaît pas aux anglo-saxons qui veulent diviser le continent eurasien. Mais c'est ce genre de géopolitique alternative au niveau de l'Union européenne et de moins en moins en France. On ne le pense plus parce que nous sommes aliénés Alors, géopolitiquement. notons que De Gaulle n'a jamais dit l'Union soviétique. Il a toujours cru Ah, aux aussi. nations. Mm. Après, la nation française, elle a connu plusieurs régimes. On va dire globalement 2 régimes, la monarchie puis la République. Elle reste la France. Et De Gaulle pensait la même chose de la Russie. Pour lui, c'était d'abord la Russie. Et alors, il se trouve que en ce moment, elle est communiste, mais un jour, elle ne le sera plus. Effectivement, l'avenir lui a donné raison. Ça, c'est une première chose. Mais j'ai 2 choses à vous dire pour peut-être un peu lancer une controverse. C'est que De Gaulle pensait et agissait à l'époque de la guerre froide, où il y avait un équilibre entre 2 superpuissances. Maintenant, il n'y en a plus qu'une superpuissance. Et enfin, s'agissant de la France, c'est pas l'Allemagne. Elle est une puissance à la fois terrestre et une puissance maritime. Et géopolitiquement parlant, on est en train de faire un exercice, là, un cas, une étude de cas. Est-ce que la France peut s'offrir le luxe de se détacher de l'Empire américain, sachant qu'elle possède
le deuxième, quelquefois on dit le premier, on ne sait pas trop, domaine maritime mondial. On dit souvent que c'est le premier, celui des États-Unis, mais d'autres disent oui, non, parce que, en fait, avec d'autres accords qu'on a passés ultérieurement, c'est le domaine maritime français qui passe en premier, peu importe. On est à peu près dans 11 millions de kilomètres carrés, 10 ou 11 millions de kilomètres carrés. Et on ne peut pas défendre ce domaine maritime, surtout que la France a une faible vocation maritime. C'est le grand paradoxe de l'histoire de France, hein. Sans, évidemment, l'alliance américaine. Nous ne pouvons pas garder ce domaine maritime en imaginant un instant que l'Amérique nous soit défavorable, voire hostile. On aurait beaucoup de mal, bien entendu, à conserver. Nous serions un peu comme les Portugais qui ont ouvert le monde et qui ensuite se sont fait chipper la plus grande partie de leur thalassocratie par les Hollandais, les Anglais, les Français, etc. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons des intérêts, bien sûr, continentaux, mais nous avons aussi des intérêts ultramarins qui nous interdisent, en définitive, de prendre trop d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors, je parle dans un contexte d'une France qui demeurerait, quand même, relativement souveraine, avec une pensée française, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, que ce soit Emmanuel Macron ou ses prédécesseurs immédiats, une pensée américaine ou crypto-américaine, mais même dans une pensée française, est-ce qu'on peut se passer de l'alliance américaine et par conséquent une alliance encombrante, puisque celui qui a la puissance, c'est pas le français, c'est l'américain. En tout cas, les choses sont comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est là où entre en jeu ce qu'on appelle la France comme puissance d'équilibre. Je pense que nous n'avons pas vocation à nous couper d'un quelconque espace. À partir de sa position géographique, la France, elle peut agir dans l'espace euro-atlantique, l'alliance historique avec les États-Unis, depuis l'indépendance, c'est la France qui a Qui a participé. fait l'indépendance. Oui. C'est le Exactement. grand reproche, pardonnez-moi de vous interrompre, que l'on peut faire à notre ancien ministre des Affaires étrangères, Villepin, parce que ce discours tenu à l'ONU a fait sa gloire et a assuré son avenir, du moins pour quelques années, puisqu'il est devenu Premier ministre. C'est un homme qui n'avait, pour son bonheur, jamais participé à aucune élection et qui était passé par-dessus la démocratie pour faire sa très belle carrière politique. Mais enfin, ça m'a toujours un peu agacé qu'ils disent aux Américains « Ah, nous savons bien ce que nous vous devons, mais vous savez, nous sommes un vieux pays, on a un conseil à vous donner qui était tout à fait justifié. » Chirac avait prédit ce qui se passerait au Moyen-Orient. Il avait dit Bush va mettre un désordre incroyable dont on mettra très longtemps à sortir. On est en plein dedans, hein, donc ça c'était tout à fait juste comme analyse. Mais ça m'avait profondément agacé qu'ils ne parle pas de ce que la France avait fait pour l'Amérique et que cette alliance, elle durait depuis l'époque où la France a libéré l'Amérique, ce que les Américains ignorent complètement puisque le monde a commencé avec eux, jusqu'à l'époque où vous êtes venus débarquer en Normandie pour repousser ceux qui nous occupaient. Voilà. Je vous interrompais parce que ça faisait longtemps que ce souvenir me taraudait. Bien sûr, mais la France doit se couper d'aucun espace géopolitique. Et précisément, si la France veut être une puissance d'équilibre, il y a, comme j'ai dit, l'espace euro-atlantique qui est important, qui le restera. La France a une façade maritime sur l'Atlantique. La façade méditerranéenne, donc l'espace euro-maghrébin et euro-africain, qui est important aussi. On le voit avec le Liban aujourd'hui. Le lien avec nos anciennes colonies, qui est difficile, mais nous devons établir des liens parce que c'est de là que viennent l'immigration de masse, le terrorisme islamiste. Donc c'est un espace extrêmement important où il faut être présent. L'espace eurasien, alors là, il y a la relation franco-allemande. Le projet européen lui-même, c'était une espèce une doctrine pour dépasser cette rivalité franco-allemande et la stabiliser. Il y a la relation... On peut voir les choses dans l'autre sens. Souvenez-vous de Gollnisch disant non, c'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais je n'entre pas dans les détails là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une vision du couple franco-allemand très irénique et très idéologique en France. J'ai fait mon doctorat sur cette question en montrant justement que la France et l'Allemagne ne partagent pas
la même vision du monde, ni la même vision de l'Europe. C'est une puissance continentale et qui n'est pas du tout une puissance maritime comme nous. Oui. Alors elle est devenue de facto, mais très dépendante des États-Unis. Dans l'Empire américain, oui. Aujourd'hui, voilà, bien sûr, elle est aliénée en fait. Oui, elle est complètement aliénée, bien sûr. Mais nous ne partageons pas la même vision de l'Europe, et donc il y a une rivalité. D'ailleurs, le projet européen est basé sur cette rivalité qui est indépassable, et ça ne fait pas plaisir lorsqu'on dit ça. Il y a à ceux qui travaillent pour le franco-allemand, et puis dans l'Union européenne, où cette idéologie de coopération, de projet européen, justement, ne met pas l'accent sur les vrais enjeux géopolitiques. Il masque tout cet aspect. Il y a un escamotage de ces rivalités internes, donc on ne comprend pas le projet. Mais il y a cette relation. Il ne peut plus y avoir de rivalité interne à partir du moment où nous sommes tous intégrés au même empire. Il ne peut pas y avoir de rivalité franco-allemande à partir du moment où il n'y a plus de politique extérieure allemande, il n'y a plus de politique extérieure française, depuis déjà pas mal d'années maintenant. Elle existe toujours, en fait, parce que même si... Alors, c'est ça qui est gênant, c'est qu'en fait, la seule manière pour les Allemands et les Français de se mettre d'accord, c'est de s'aligner sur les États-Unis. Mais voilà. Oui. Mais en fait, de facto, la France, malgré encore des relents de discours gaulliens, prend des décisions qui l'alignent de plus en plus sur cette Europe qui, je dirais, germano-américaine, alors même que dans la réalité des entreprises, de nombreux experts, de certains analystes, nous n'avons pas la même vision du monde. Et dans la réalité, dans les faits aussi, nous mettons l'accent sur des enjeux différents. Par exemple, la politique énergétique est très gênante au niveau européen parce que les Allemands veulent mettre tout l'accent sur les renouvelables et nous, on a le nucléaire, mais ils ne veulent pas que l'Union européenne finance le nucléaire. Donc, et ils ont obtenu qu'on s'aligne sur les prix. Voilà, exactement. Donc ça, c'est... Mais cela dit, c'est intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'aux yeux d'un Américain, l'Europe... l'enjeu, c'était soit l'Allemagne, soit l'Amérique. Qui va dominer l'Occident? Et en fait, la France est complètement oubliée dans tout cela. Il y a quelque chose de presque humiliant. C'est-à-dire que nous sommes le pays des sacs à main et certainement pas la France de De Gaulle dotée de l'arme nucléaire, etc. La France a eu un discours gaullien, président après président. Alors, ça s'estompe petit à petit, malheureusement. Mais il y a des relents de discours gauliens, mais qui n'ont jamais été mis en œuvre, en réalité. Et la France est alignée progressivement, et même en accéléré les dernières années, notamment avec la crise en Ukraine, sur les intérêts germano-américains, alors même que la France, c'est un des seuls pays de l'Union européenne qui pourrait prétendre à la souveraineté. On a encore des pans de souveraineté qui pourraient être... On a un complexe militaire-industriel, le siège aux Nations Unies, le nucléaire, l'arme nucléaire, les centrales nucléaires. En somme, on peut dire que le dernier... C'est peut-être la seule bonne chose qu'il ait faite dans ces deux mandats, mais ça aurait été Chirac, qui en 2003 a fait entendre la voix de la France contre la guerre en Irak. Contre la guerre en Irak, l'invasion de l'Irak, puisque l'Amérique, alors je rappelle aux plus jeunes, l'Amérique voulait obtenir le blanc-seing de l'ONU, ce qui eût rendu son invasion légale, du moins au regard de l'ONU, et Chirac avait dit, si vous obtenez ce vote de l'ONU, que vous aurez évidemment acheté, eh bien, la France posera son veto, nous le savons. Alors, nous le rappelons pour les plus jeunes, il y a 5 puissances dans le monde qui ont un droit de veto, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la France et la Chine. Et donc, si une décision est prise par l'ONU, mais que l'une de ces 5 puissances pose son veto, la décision ne peut pas être adoptée. Voilà. Donc, c'est un rappel que nous faisons pédagogique, disons. Et finalement, le dernier à avoir pris ce risque-là, ça a été Chirac, qui avait dit non, si vous faites ça, je poserai le droit de veto de la France. Après ça, je pense qu'à partir de Sarkozy, dont le père regrettait qu'il ne fût pas devenu président des États-Unis plutôt que président de la République française, il l'a dit, voilà. À partir de là, on est d'ailleurs, il réintègre l'OTAN et tout ça. On est dans une Amérique, enfin dans une France de plus en plus américanisée. Alors on était déjà culturellement, puisque nos modèles, c'était des chanteurs qui s'appelaient tous Jean Dupont et qui ont tous pris des noms américains, que ce soit Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, ces gens-là s'appellent pas du tout comme ça. Dick Rivers, enfin, ces gens-là s'appellent
tonton Moreau et Dupont comme tout le monde, hein, ils sont tous des noms américains. Ça a commencé par là et puis c'est arrivé finalement à la dilution de la souveraineté française. Et bon, tout ça c'est intéressant évidemment, mais comment est-ce que vous-même vous vous situez là-dedans? Vous pouvez vous situer là-dedans puisque alors c'est un secret pour tout le monde, mais ça n'est pas, mais pas pour moi bien sûr. Vous avez à titre personnel, professionnel, beaucoup souffert d'être un géopolitologue dans une France inféodée où la géopolitique, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, n'est pas de la géopolitique, c'est de la fausse géopolitique. Hein, c'est comme cette fameuse émission, je sais plus, sur Arte ou je sais pas quoi, qui est du bidon, c'est complètement bidon. Et de fait, vous êtes plus apprécié à l'étranger qu'en France, vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, Confessez-vous. Oui. Parce que lorsqu'on prend position sur les questions de géopolitique, c'est extrêmement sensible. La géopolitique, en fait, je n'ai pas encore dit, c'est que non seulement il y a cette utilisation du terme qu'on confond avec relations internationales, mais la géopolitique avec la géographie, c'est-à-dire montrer sur une carte les enjeux. Donc on montre de manière concrète ce qui se passe, eh bien ça casse le raisonnement idéologique et donc ça ne plaît pas aux idéologues. Et malheureusement... C'est pour ça qu'on parle d'une école réaliste de la géopolitique. Alors le mot réaliste dans les théories des relations internationales venant des États-Unis pour la plupart, ils considèrent que les États raisonnent rationnellement pour maximiser leur puissance. Et non pas idéologiquement, c'est ce qu'ils veulent dire. Oui, mais en réalité, en géopolitique, nous sommes en fait plus précis et je pense plus performants dans l'analyse parce que si on est uniquement réaliste ou néo-réaliste et qu'on considère que les États ne raisonnent avant tout rationnellement pour leurs intérêts, on voit bien que ça ne fonctionne pas dans la réalité parce que les États ou les dirigeants, chefs d'État, raisonnent, ils ont une part de raisonnement réaliste ou concret en fonction de la position géographique de leur État, mais aussi influencé par l'idéologie. Donc la géopolitique doit prendre en compte aussi les biais idéologiques qui influencent les décisions étatiques. Est-ce qu'on ne voit pas ça en Iran, avec une république islamique d'Iran qui s'embourbe autant qu'Israël s'embourbe lui-même avec le Hezbollah, vis-à-vis de la population et des intérêts supérieurs de l'Iran, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir installé comme ça une sorte d'énorme colonie iranienne, enfin colonie au sens idéologique ou religieuse, avec le Hezbollah? Est-ce que c'est vraiment les intérêts de l'Iran? C'est une vraie question. Peut-être que l'Iran, à la République islamique, parce que le Shah d'Iran n'était pas du tout comme ça, il était allié à Israël. Et puis on sait qu'il y a eu des échanges, même sous la République la République islamique d'Iran, il y a quand même eu des échanges avec Israël. Tout ça, c'est un peu sous la table. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas eu là une rupture dans cette politique qui serait due à l'idéologie Bien sûr, tous les États peuvent être influencés par l'idéologie et faire des erreurs parce qu'il y a trop d'idéologie. Et ce qui est évidemment dangereux, c'est lorsqu'on commence à faire de la géopolitique religieuse, en fait. Mais c'est une excellente manière de mobiliser les foules. Bien sûr. Quant à la télé en France... Oui, mais c'est extrêmement dangereux voilà. Et ça peut mener très loin et à la catastrophe. Oui. Et là, justement, on va au-delà du rationnel. C'est l'irrationnel par définition. Mais à la limite, c'est ce que nous faisons, nous faisons de la religion démocratique. Mais nous la faisons aussi, oui. C'est ça le problème de notre monde multipolaire, c'est-à-dire il y a une rivalité de différentes civilisations et certains États dans ces différentes civilisations qui s'affrontent, eh bien, font de l'idéologie, vont trop loin, comme justement ce qu'on appelle le Grand Occident dominé par les États-Unis. Ils veulent absolument exporter l'occidentalisation du monde. Ça, c'est de l'idéologie, ce n'est pas rationnel. Bien sûr. La rationalité, selon moi, c'est
c'est arriver à une politique d'équilibre pour maîtriser les conflits. C'est pour ça que, pour revenir à la géopolitique, en France, on parle encore de politique d'équilibre avec un S maintenant. Je préférais le mot politique d'équilibre sans S, parce que c'est plus doctrinal, qui est inscrit dans les différents euh, papiers du ministère des Affaires étrangères ou de la Défense, le livre blanc de la Défense et les papiers doctrinaux, mais on l'applique de moins en moins. On n'applique plus cette politique d'équilibre parce qu'on s'aligne, on a les mêmes ennemis que les États-Unis, de plus en plus, c'est Russie, Chine, et donc nous comportons de plus en plus comme une périphérie de cet espace euro-atlantique au lieu de pratiquer plus d'équilibre, c'est-à-dire garder des relations comme le fait M. Orban, par exemple, en Hongrie, ou la Russie, garder une relation la meilleure possible avec les États-Unis, évidemment, mais la meilleure possible aussi avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, et essayer de jouer l'équilibre entre ces différents grands espaces à partir de notre position géographique, et notamment pour la relation franco-russe pour contrebalancer la domination germano-américaine du projet européen, mais aussi rapprochement franco-russe pour éviter un condominium américano-chinois. Et un certain nombre d'États le font. La Russie pratique la politique d'équilibre avec un grand nombre d'États. La Hongrie dans l'Union européenne ne s'aligne pas sur l'OTAN et l'Union européenne. Elle en souffre suffisamment. Elle en souffre, mais je pense que la Hongrie a une politique plus gaullienne que la nôtre, en réalité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que quand on essaye aujourd'hui de refaire une sorte de guerre froide entre deux camps, l'Empire américain d'un côté et les BRICS de l'autre, or, autant les membres de l'Empire américain sont extrêmement disciplinés, ils obéissent disons, au centre du pouvoir, la main sur la couture du pantalon, autant, et là nous faisons un peu de géopolitique ensemble, on peut se dire que ces BRICS sont faits de, j'allais dire de BRICS et de Brox. Vous voyez, je viens de trouver le jeu de mots en vous parlant, parce que, enfin quoi, les intérêts de la Chine et ceux de l'Inde ne sont pas du tout convergents. Ils se disputent l'Himalaya, qui est le château d'eau de cette région-là, les fleuves qui viennent de l'Himalaya tenus par la Chine abreuvent plus d'1 milliard d'habitants. Si on parle non seulement du nord de l'Inde, mais ensuite quand on va vers la Birmanie, etc., de ces coins-là, le sud-est. Donc en fait, c'est très vraisemblablement un ensemble qui peut trouver des centres d'intérêt communs, mais certainement pas un groupe, un bloc aussi soudé que l'Empire américain, dont chaque membre est extrêmement discipliné. Encore une fois, nous avons perdu toute indépendance de ce point de vue-là. Donc, si on pouvait répondre à cette question, est-ce qu'on vraiment on peut dire qu'il y a l'Empire d'un côté américain et de l'autre les BRICS, ça paraît pas crédible, ça. Non, pas du tout. On ne reviendra pas à la guerre froide. Oui, voilà. Ça, non, en géopolitique, d'ailleurs, ce n'est pas une science, hein, c'est une méthode d'analyse. Et on essaie d'analyser la situation au temps présent en regardant l'histoire, mais on n'a pas les archives comme les historiens pour connaître le processus de décision des hommes politiques et des États, mais même les historiens se battent encore sur pourquoi la Première Guerre mondiale a éclaté, donc c'est extrêmement complexe. Mais on ne reviendra pas à la guerre froide, donc faire des analogies avec le passé, c'est intéressant pour essayer de trouver des solutions, des modèles, des nouvelles doctrines pour arriver à la stabilité et défendre nos intérêts, mais on ne pourra jamais reproduire la même configuration géopolitique. Et pourtant, la géographie, elle est stable, elle. Exactement. Mais les projets des États changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas effectivement un grand Occident dominé par les États-Unis contre les BRICS. Les BRICS, d'ailleurs, la Russie est peut-être, elle, se positionne contre ce qu'elle appelle l'Occident collectif, quoiqu'elle ouvre la porte à des coopérations avec les États en Europe
dans cet Occident qui accepte une Europe des nations et une politique d'équilibre. Donc, elle est ouverte à ça aussi. Ce n'est pas totalement bloc contre bloc. Il y a des ouvertures qui ne sont pas soulignées dans la presse ici, parce qu'il y a beaucoup de propagande. Mais ces BRICS, ce sont les pays en fait qui ne veulent plus l'occidentalisation, qui n'acceptent plus un monde unipolaire et qui veulent coopérer entre eux sans entrave, sans passer par le pays central, les États-Unis, qui prétend à l'unipolarité du monde. Et donc, je dirais, ce n'est pas un bloc contre l'Occident, mais c'est une mondialisation alternative. C'est différent. D'accord. Et entre eux, pratiquent la politique d'équilibre. Ils pratiquent une politique d'équilibre entre les États et ils acceptent la diversité des civilisations, tandis que l'Occident, dominé par les États-Unis, veut exporter l'occidentalisation du monde avec tout ce qui va avec. La religion démocratique et tout ça. Ce qui fait que l'ONU probablement éclatera un jour ou l'autre. C'est inévitable. L'ONU ne fonctionne plus parce que les rapports de force ont changé. Et ça, c'est très important. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui a beaucoup écrit sur l'ordre spatial. Et c'est Carl Schmitt, dans Le Nomos de la Terre. Il ne peut pas y avoir d'acceptation ou d'interprétation commune du droit international s'il n'y a pas d'ordre géopolitique accepté. Et donc, l'ONU, avec le Conseil de sécurité, c'est le résultat de la Deuxième Guerre mondiale, du rapport de force. Mais ce n'est plus le rapport de force. Ce n'est plus le rapport de force géopolitique actuel. Oui, bien sûr. Et donc, ils ne s'entendent plus sur l'interprétation du droit international. C'est clair. On a un petit message d'un monsieur qui nous demande ce qu'est devenu Émeric Choprade. Il disait il y avait un géopoliticien, du moins un analyste très clair, qui intervenait assez souvent sur l'antenne de Radio Courtoisie. Monsieur Émeric Choprade, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave qui l'empêcherait de s'exprimer sur notre antenne. Alors, je n'en sais rien du tout. Je connais bien sûr Émeric Choprade. Nous avons fait plusieurs choses ensemble. Je n'ai plus aucune nouvelle. Alors, nous savons qu'il a ensuite assumé un mandat électif en tant que député européen. Depuis ce temps-là, il a un peu disparu des écrans radars. Peut-être ne souhaite-t-il pas... Il n'a rien publié de nouveau par rapport à son fameux livre « Géopolitique, constance et changement dans l'histoire ». Constante, oui, et changement dans l'histoire. Il avait publié Le choc, je crois, du monde, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le choc des civilisations, alors qu'il avait mis du temps à se ranger à cette idée. Je me souviens, on en discutait ensemble, qui lui avait valu beaucoup de problèmes, notamment venant de l'Empire américain, parce qu'il enseignait en Suisse, et l'Amérique a demandé à la Suisse de le renvoyer. Et c'est une fondation américaine qui a payé la chaire suivante d'un professeur qui, lui, était à la dévotion, disons, du maire. Il avait été chassé de son cours comment dirais-je, de l'école d'officier de Saint-Cyr, où il était prof de géopolitique. Il lui était arrivé beaucoup de misère à Émeric Choprade. Et puis ensuite, je vous dis, il a basculé de toute façon dans la vie politique pendant un certain temps. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'espère en effet qu'il n'est pas malade. Nous n'avons plus aucun contact. Ce n'est pas du tout moi qui ne cherche pas à avoir de contact avec lui. C'est lui qui est injoignable. Il y a toujours des auditeurs qui nous envoient des messages et qui répondent à des questions qu'on se pose et que l'on croit sans répondre. Un homme me dit « Monsieur Choprade est présent dans les réseaux sociaux, toujours aussi brillant, bien sûr. Ce serait une bonne idée de l'inviter à cette excellente émission, mais pourquoi pas, Émeric, je te tutoie, donc si tu nous écoutes, mais je sais aussi comment le contacter autrement. Ce serait un grand plaisir, bien sûr, de faire parler Émeric Choprade. Bon, les positions d'Émeric Choprade, aussi bien en tant qu'homme politique, puisqu'il a été un député, que en tant que géopoliticien, ne lui ont pas attiré, bien sûr, les sympathies du camp dominant. Ce qui est un peu aussi votre cas, Pierre-Emmanuel Thoman, et qui explique que vous soyez, disons, très présent dans les universités étrangères qui vous apprécient à votre juste valeur, qui n'est pas tout à fait le cas de la France. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question de tout à l'heure. Je dis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Confessez-vous. Et puis vous avez réussi comme ça à échapper aux aveux que j'attendais de vous. Oui, alors de
de ma position un petit peu sur Je vais faire comme les journalistes. Hein. On a 3 minutes. Hein. Faire évoluer la pensée géopolitique et Bon. justement, par exemple, proposer que la géopolitique... Non, ça va être trop tard en fait parce que il faut rendre l'antenne. Je suis désolé, je vous reposerai la question plus tard. À bientôt, chers amis. Merci. Au mois prochain, donc le premier lundi de chaque mois, comme vous le savez, à 18h.